Donc, merci à tous d'être là. Le sujet aujourd'hui, ça va être l'Open BIM, comme le titre l'indique, et tout ce qui est collaboration, donc autour du BIM. La présentation va durer une trentaine de minutes, et puis vous aurez le temps de poser vos questions. N'hésitez pas à le faire en cours de présentation. Je ferai des petites pauses si vous le souhaitez pour répondre aux questions. Donc, je rappelle simplement l'agenda. Donc on va parler de l'association Building Smart et les standards qui vont être développés par cette association. Les initiatives également à l'international par rapport à tout ce qui tourne autour de l'Open BIM. Les formats standards et puis les tendances d'évolution justement de ces formats. Évidemment, on va évoquer l'IFC et le rôle qu'il joue dans l'Open BIM. Et enfin, on évoquera l'implication du groupe Man Machine dans cet Open BIM et auprès de Building Smart. Donc Man Machine, pour ceux qui ne nous connaissent pas, même si je vois qu'il y en a pas mal qui nous connaissent, rapidement, donc on est, pour rappel, un groupe allemand créé dans les années 80, qui est présent en Europe et à l'international, qu'on est éditeur de logiciels et qu'on est évidemment partenaire d'éditeurs de logiciels comme Autodesk, et donc on intègre des solutions CAO, BIM et PLM, donc on est à peu plus de 700 personnes, et puis les revenus sont affichés en 2015. On a une offre de service aujourd'hui autour du BIM qui nous permet d'offrir tout ce qui est consulting autour du BIM. Donc évidemment, vous apportez tous les conseils nécessaires pour l'implémentation du BIM. Bien sûr qu'on a dans notre équipe des experts qu'on peut mettre à votre disposition pour tout ce qui est coordination BIM, modélisation et BIM management. On participe également à tout ce qui est gestion de plateformes collaboratives, des plateformes qu'on peut héberger chez nous ou celles développées par nos partenaires. On est aussi présent en BIM management sur plusieurs projets, donc on peut être présent soit en sous-traitance, soit en co-traitance sur des projets ou des réponses à appel d'offres. Bien sûr, on a une offre de formation autour du BIM développée avec nos collaborateurs un peu partout en Europe sous un standard de formation qui s'appelle BIM Ready, qui est un cursus de formation parfaitement adapté pour la montée en compétences vers le BIM et au départ orienté Revit, puis ensuite sur tous les outils collaboratifs autour du BIM. Et puis enfin, bien évidemment, on va déployer toutes les solutions, principalement Autodesk, qui nous permettent de déployer des projets BIM, et puis d'autres solutions que sont soit des plugins qu'on développe en interne, soit des partenariats qu'on aurait avec des solutions compatibles et capables de venir compléter l'offre Autodesk. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Building Smart. Donc, Building Smart, comme son nom l'indique, fait écho à la construction intelligente. Donc, à la base, Building Smart était ou s'appelait l'Agence internationale pour l'interopérabilité. Donc, c'est un réseau d'associations internationales à but non lucratif. Et donc, ce réseau d'associations internationales qui s'appelait AIA, ou IA, oui, c'est ça, AIA en fait, en anglais, s'appelle aujourd'hui Building Smart, mais il porte une réflexion engagée pour faire communiquer les différents logiciels. Donc à la base, la problématique de cette association, c'était de faire participer tous les acteurs nécessaires pour réfléchir à comment faire communiquer les logiciels entre eux, en clair. Donc les objectifs de cette association, c'est vraiment que les différents acteurs de la filière du bâtiment travaillent en échangeant des données, en limitant la ressaisie et pouvant passer d'un environnement logiciel à un autre, ce qui n'est pas gagné. Donc, à la base, Building Smart s'appelle Agence internationale Alliance pour interopérabilité, donc bien IAI, et évolue vers la maison internationale de l'Open BIM, d'accord, aujourd'hui. Donc, elle participe beaucoup au développement du concept de l'Open BIM. Alors,
Cette association internationale, qui s'appuie sur plusieurs associations, je dirais, enfin locales, a des valeurs, c'est vrai, qui sont quand même assez importantes et qui se dégagent des intérêts de chacun des éditeurs de logiciels impliqués. Donc, elle promeut une ouverture donc au niveau de tout ce qui est recherche justement sur l'interopérabilité, une neutralité, donc pas de prise de position, elle est à but non lucratif et elle est surtout internationale. Donc les objectifs de cette association, c'est vraiment aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'à l'époque ça s'appelait pas BIM, mais aujourd'hui en fait ces objectifs vont être de créer des normes d'échange BIM, donc on verra qu'il y en a plusieurs. Elle va héberger les forums autour de l'OpenBIM. Elle va justement porter la certification des logiciels et des compétences. Donc du coup, bien, les logiciels qui se veulent interopérables vont passer par la certification de Building Smart. Et elle va promouvoir l'utilisation de BIM. C'est vrai que, donc, comme on voit sur le côté donc au niveau des thématiques abordées, évidemment, on va beaucoup s'intéresser au transport de données, aux processus qui vont gérer ce transport de données, la gestion des terminologies, ce qui n'est pas non plus évident, puisqu'on ne va pas parler la même langue, que ce soit le logiciel, que ce soit le pays, etc. Donc ça, c'est vraiment une thématique très, très importante. Et enfin, les standards BIM. Donc comment on va faire en sorte que on développe des standards qui nous permettent de communiquer. Donc bon, créé en 95 et va développer le format IFC qu'on va regarder un petit peu plus tard. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'autorité concernant le BIM et qui est vraiment une référence dans l'accompagnement de la transformation vers le BIM ouvert, donc pas propriétaire. Par contre, ce qui est très très important de retenir, c'est que Building Smart ne produit aucun logiciel. D'accord? Donc c'est vraiment une plateforme de réflexion autour de la communication des logiciels entre eux. Donc, dans la structure de Building Smart, enfin, on ne va pas tout développer, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a énormément de groupes de travail aujourd'hui qui vont être nommés les rooms, donc c'est des groupes de travail, qui vont se concentrer sur donc la process room qui va se concentrer sur les bonnes pratiques, donc comment justement opérer correctement pour produire un BIM qui soit le plus exploitable possible. On va avoir tout ce qui est catalogue de produits, donc puisque de toute façon dans la modélisation on va intégrer des composants qui eux-mêmes seront des produits, donc quel catalogue de produits allons-nous utiliser? Il y a un groupe de travail également, excusez-moi, un groupe de travail également sur l'infrastructure, un groupe de travail également lié à l'infrastructure qui se développe parce que c'est vrai que c'est un domaine aujourd'hui qui va s'intéresser au BIM ou aux échanges de données, mais qui est encore en réflexion. Donc ils ne sont pas, je dirais, aussi bien lotis que dans le bâtiment. Et enfin, on a tout ce qui est Technical Room qui est, on va faire appel à plusieurs éditeurs de logiciels, à plusieurs références sur les bonnes pratiques, catalogue de produits et tout ce qui est infrastructure pour réfléchir justement à la création et au développement de standards certifiés. Donc, MediaConstruct, comment va-t-elle se positionner par rapport à Building Smart? Eh bien, c'est également une association, pareil, ayant pour objectif de promouvoir les échanges. Par contre, c'est le chapitre francophone de Building Smart. Donc en fait, Building Smart s'appuie sur plusieurs associations locales, dont MediaConstruct, qui est le chapitre francophone. Il faut savoir qu'il y a des chapitres sur plusieurs germanophones, anglophones, etc. Et donc MediaConstruct est le chapitre francophone. Donc aujourd'hui, cette association est extrêmement active dans le domaine du BIM et notamment en France. Et va animer aujourd'hui le blog du BIM qui rassemble énormément d'informations autour du BIM, autour des événements, des retours d'expérience autour du BIM. Donc c'est vrai que
bon, voilà, le parti est pris d'aller sur tout ce qui est interopérabilité, mais bon, c'est un site de référence quand même aujourd'hui autour du BIM en France et sur le chapitre francophone. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'ils font et c'est assez complet. Alors, la notion d'interopérabilité, même si je l'ai évoquée plusieurs fois, c'est la capacité, alors ça c'est la définition générique, hein. Donc c'est la capacité que posséderait un produit à fonctionner avec d'autres produits. D'accord? Donc on va parler d'interopérabilité aujourd'hui, vraiment dans le souci de communiquer entre nous, même si nous n'utilisons pas les mêmes logiciels. Donc dans le BIM, on va essayer d'aller chercher la capacité des logiciels à importer ou à exporter dans un format non propriétaire et avec une perte de données minimisée. Donc, on va essayer de ne pas rester sur un même format, de communiquer entre plusieurs éditeurs et de perdre le moins de données possible. Alors, autour de cette interopérabilité qui est portée par donc, Building Smart et MediaConstruct en France, on va retrouver plusieurs formats de fichiers, plusieurs modes d'export, plusieurs modes de communication et de standardisation. Donc, bien sûr, le plus connu d'entre eux, ça va être les IFC. Donc, les IFC sont des classes d'objets dédiées à l'échange d'informations et de données. Donc, en clair, on va mettre un mur dans une classe IFC pour être lu par un autre logiciel. On va retrouver des formats également, enfin des formats ou des types de données qu'on va appeler IDM. Alors, ça va plus s'apparenter à une cartographie des process, c'est-à-dire comment allons-nous échanger. Un format qui va être beaucoup utilisé, je pense, ces prochains mois, prochaines années, c'est le BCF. Donc le BCF, on en regardera en détail tout à l'heure, mais le BCF, c'est le BIM Collaboration Format, et c'est vraiment un format d'échange pour la coordination. Donc pareil, c'est un format d'export et d'échange pour la collaboration. Enfin, on va retrouver tout ce qui est propriété échangée. Donc, qu'est-ce qu'on va échanger comme typologie de propriété et comment cela va fonctionner. Donc, on va parler de IFD, donc International Framework of Dictionaries. Donc, comment vont être structurées les données. À côté de ça, donc Building Smart travaille sur un Data Dictionary, donc c'est à peu près la même chose que l'IFD, donc c'est quand même basé sur les IFD. Et c'est pareil, c'est une cartographie des processus d'échange et de la gestion des propriétés échangées. Donc aujourd'hui, c'est vrai que bon voilà, on va évoquer pas seulement l'IFC, mais plusieurs typologies et plusieurs process d'échange de données interopérables. Donc, je ne l'ai pas cité dans le tableau précédent, mais pardon, on va parler de Model View Definition aussi, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va parler d'échange de données et d'interopérabilité, on va essayer de qualifier et de caractériser les modèles en fonction de leur usage. Et donc, on voit aujourd'hui que, par exemple, à partir de Revit, on peut créer un modèle analytique qui va aller sur robot, ou bien, à partir de Revit, on va essayer de créer un modèle qui va aller en calcul thermique, etc., etc. Donc, au niveau de la qualification des exports et de l'interopérabilité, on va parler de définition des modèles ou définition des vues. Donc, lorsqu'on veut aller vers la coordination, donc on va exporter des modèles qui sont géométriquement définis et géométriquement lisibles pour de la coordination, de la détection de clash, voire je veux dire visualisation, coordination. Évidemment, lorsqu'on va partir sur du calcul et de la simulation, eh bien, on ne va pas exporter à un modèle géométrique, mais plutôt à un modèle analytique. Et de la même manière, on va exporter un modèle analytique pour tout ce qui est calcul thermique, puisque pour le calcul thermique, on a principalement besoin
évidemment des enveloppes et des ouvertures, mais également de toute la définition des espaces. Et ça, donc du coup, ça définit aussi le caractère des exports. Pareil, donc tout ce qui est process de collaboration, on va développer des cartographies qui vont nous permettre de gérer de quelle façon ou de quoi avons-nous besoin pour réaliser, je ne sais pas, un calcul thermique, quelles sont les données que nous devons inclure, quelles sont les données que nous ne devons pas inclure. Dans un process d'échange plurilogiciel, il est d'autant plus important de caractériser les échanges de données et vraiment leur donner, je dirais, une structure qui soit gérable et surtout contrôlable. Alors le fameux BCF, donc aujourd'hui il faut savoir que on a bien sûr des viewers qui vont nous permettre de lire des modèles non natifs, donc on va avoir des viewers qui vont nous aider à lire des modèles qui seraient exportés depuis Revit, d'autres qui seraient exportés depuis d'autres logiciels, et donc on va pouvoir les lire dans des logiciels spécialisés dans la lecture des IFC par exemple, comme Solibri ou comme Tekla BIMsite pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Et donc aujourd'hui, on va disposer d'un format d'annotation en clair dans ces logiciels-là, qui peut être exporté donc au format BCF. Donc le BCF en clair, c'est le post-it du BIM. Donc le BCF va nous permettre de créer des vues. Par exemple, quand vous voyez ici à gauche, donc on est par exemple sur Tekla BIMsite, on va annoter et créer une vue qui soit correspondante à la notation qu'on vient de faire. Je ne sais pas, voilà, on a vu un clash, on souhaite notifier ceci, eh bien on va créer cette annotation, donc dans le logiciel de visualisation, Tekla, Solibri et autres, et on va pouvoir exporter une note au format BCF. Cette note transmissible par mail, aujourd'hui, peut être directement intégrée et lue, voire visualisée, donc recréer la vue dans Revit. Donc aujourd'hui, ce format est très très efficace puisque en fait il fait appel simplement à un plugin, donc un plugin ou à une extension qu'on va trouver dans le site d'Exchange d'Autodesk, qui va nous permettre aujourd'hui de aller lire dans Revit cette note BCF, réafficher directement le point de vue qui a été notifié, commenter, régler le problème, on va dire, ou recréer, régler le clash, ou remodéliser pour régler ce problème, et ensuite renvoyer la note avec les commentaires en disant, voilà, est-ce que la solution a été trouvée? Voici la solution qui a été proposée, etc. Et donc c'est un format aujourd'hui extrêmement pratique, extrêmement léger, et qui permet justement de communiquer entre les viewers et les logiciels de modélisation. Le Data Dictionary, en fait, alors c'est pareil, donc ça rejoint l'IFD, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, en clair, on va réfléchir sur, je suis dans mon logiciel de modélisation, j'ai des propriétés liées à mes documents. Lors de mon export, eh bien, je vais les faire correspondre à des catégories liées à un dictionnaire qui va être proposé. Et justement, lors de l'import, donc lors de la lecture dans un autre système ou dans une autre langue, je vais pouvoir réintégrer ces catégories en fonction des classes qui ont été, ou des classes de propriétés qui ont été développées. Donc en clair, c'est vrai que c'est un travail colossal, mais on va dire que le but ultime, ça va être ceci. Ça va être de pouvoir créer des classes au niveau de l'export qui peuvent être lisibles par plusieurs langues et plusieurs logiciels. Alors, justement, tout ça pour aller vers l'OpenBIM. Et selon Building Smart aujourd'hui, en clair, l'OpenBIM va se baser, je dirais, sur 3 points principaux, que sont l'IFC pour l'export de géométrie et de données, la gestion
des dictionnaires donc de toutes les terminologies et des propriétés qu'on peut allouer et qu'on peut annexer aux objets. Et enfin, bien sûr, des process pour guider tout cela. Et ça va nous permettre, a priori, d'atteindre d'atteindre l'OpenBIM. Alors, qu'est-ce que c'est justement l'OpenBIM? Alors, l'OpenBIM, c'est une approche universelle qui permet de se baser au niveau des échanges sur des standards ouverts. Donc, ouvert, ça veut dire non propriétaire. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'éditeurs hors Autodesk ont porté ce concept, sachant que Autodesk, bien sûr, fait partie des éditeurs qui participent au développement de l'OpenBIM. Et cet OpenBIM va quand même aussi, donc comme on disait tout à l'heure, va se baser sur les IFC qui définit la structure de la base de données. Et donc, on peut opposer à l'OpenBIM aujourd'hui ce qu'on appelle le BIM fermé ou le Closed BIM, qui va justement aller chercher la collaboration, mais dans une même plateforme logicielle, ce qu'on a aujourd'hui par exemple au niveau de Revit. Alors, c'est sûr que en clair, notre rêve autour du BIM, c'est la collaboration autour d'un modèle central où tous les intervenants pourraient interagir instantanément et de manière, je dirais, fluide autour d'un même modèle. Donc, la réalité, évidemment, elle est bien sûr aujourd'hui autour de ce qu'on appelle le modèle fédéré. Donc qu'on soit sur un même logiciel ou qu'on soit sur des logiciels différents, on est plutôt en mode modèle fédéré, c'est-à-dire qu'en fait, on va à la rigueur pouvoir collaborer de manière circulaire si on a la même plateforme, mais le modèle central fédéré va être l'agrégation donc de plusieurs modèles, qu'ils viennent ou non du même logiciel. Et donc là, c'est là où on va quand même parler plus d'interopérabilité et de réalité actuelle. Alors, les échanges natifs versus modèle fédéré, donc il y en a dans certains d'entre vous, je pense, qui connaissent déjà ça. Bien sûr, modèle natif central, ses avantages. Bien sûr, on n'a pas besoin de format d'échange, puisqu'on est sur le même format de fichier. On a une seule source d'information. Aujourd'hui, ça fonctionne quand même dans des structures où la collaboration se fait entre les collaborateurs d'une même structure. Bien sûr, les informations sont toujours à jour. Les modifications sont propagées à l'ensemble des intervenants. Les inconvénients, évidemment, c'est l'obligation d'avoir une même plateforme logicielle pour tous. Les changements visualisés instantanément, c'est vrai que c'est complexe, puisqu'on n'a pas toujours besoin ou envie que les autres partenaires voient ce qu'on fait. Et les contours de responsabilité sont très complexes à mettre en œuvre. Bien sûr, la taille des modèles, il y en a qui l'ont pratiqué, la taille des modèles est rapidement démesurée, c'est-à-dire qu'on arrive à des tailles de modèles ingérables. Bon. Le modèle fédéré plurilogiciel, c'est sûr qu'on est obligé de travailler sur l'interopérabilité entre les différents logiciels. On a une libre utilisation des logiciels, c'est-à-dire qu'on n'est pas guidé par une charte globale, puisque la charte n'inclut que l'interopérabilité et non pas le travail sur le même logiciel. Donc on ne va pas vous dire comment allez-vous paramétrer vos vues, comment allez-vous paramétrer vos tables de nomenclature, etc., etc. C'est vrai que on retourne un petit peu sur des workflows plus traditionnels, puisque le process collaboratif un petit peu sort du logiciel. On conserve le droit sur les modèles, puisque lorsqu'on est en mode interopérable, on est en mode export, eh bien notre modèle natif reste chez nous et notre export se définit par l'IFC, on va dire, qu'on va produire. On a des responsabilités qui sont
largement identifiés et surtout, on a la possibilité de filtrer sans trop de, je dirais, sans trop de travail, toutes les informations non utiles. Donc, pour les inconvénients, tous les logiciels doivent importer ou exporter au format IFC ou au format d'échange. Les données sont potentiellement dégradées, bien évidemment. Et surtout, bon, on est sur un mode asynchrone. Donc, on a également aussi dans le même schéma le modèle natif fédéré qui se retrouve à peu près sur le même. On sait tous que c'est pas vraiment ça, mais qui se retrouve un petit peu sur le même schéma que le modèle fédéré. Donc, les solutions possibles qu'on a aujourd'hui, donc on a bien sûr le format natif unique, donc là on est sur la même famille de logiciels. En deux, on va avoir un convertisseur unique entre tous les logiciels, et aujourd'hui ça n'est pas possible, ça n'existe pas. On n'a pas de convertisseur unique implémenté partout, donc dans tous les logiciels. On a aussi un format d'échange spécifique à un domaine, ce qui est quand même assez courant. Donc en fonction du domaine, voilà, je veux faire de la gestion de patrimoine, je vais exporter en COBI, je veux faire du calcul thermique, je vais exporter du GBXML, et ou bien un format d'échange neutre, indépendant et unique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plusieurs, je dirais, schémas d'interopérabilité. Donc bon, bien sûr, on a la possibilité aussi de tirer parti de l'environnement natif, puisque dans l'environnement natif, on a la possibilité ou la nécessité de modéliser, d'éditer les logiciels, les modèles, ce qu'on ne peut pas faire en format collaboratif. Bien sûr, on peut éditer les livrables 2D, l'analyse, les quantitatifs, etc. En mode collaboratif, on ne peut pas faire plus que la détection d'interférences, la simulation, pareil les quantitatifs, les extractions de données et les contrôles qualité. Alors, l'IFC, ce qu'il peut et ce qu'il ne doit pas. Donc tout ce qui est interopérable. Donc on parle d'IFC, mais également je dirais d'export de données. Évidemment, ce qu'il n'est pas nécessaire de faire, et on le détaillera un petit peu plus tard, en clair, le format d'export IFC ou autre, sa vocation n'est pas d'être modifié par ailleurs. Donc en clair, j'ai un modèle architectural en BIM, je l'exporte et je le reprends dans un autre logiciel d'architecture, ça n'est pas du tout conseillé. En clair, dans le schéma de droite, vous voyez bien que c'est presque de dire que de rédiger un Word, de l'exporter en PDF et de le reprendre en Word. D'accord ? On est dans la même configuration. Donc, pour reprendre un petit peu ce que je viens de dire, donc je suis sur Revit, j'exporte en IFC. En clair, il ne faut absolument pas aller chercher à modifier l'IFC qui a été exporté depuis Revit dans Revit. D'accord ? La vocation de l'IFC, c'est d'aller de Revit vers Bentley ou de Revit vers Archicad ou de Revit vers Tekla. D'accord ? Pour une interprétation et non pas pour une modification. D'accord ? Donc en clair aussi, on va préférer la liaison IFC à l'ouverture de l'IFC, sauf nécessité. Donc il faut savoir aussi que, puisqu'on évoque Revit, que dans Revit, en fait, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'implémenter un plugin donc édité par Autodesk qui permet de paramétrer et d'aller un petit peu plus loin dans la caractérisation de l'export. Donc aujourd'hui, rapidement, par défaut, dans Revit, lorsque vous exportez en IFC, vous avez l'interface standard sans le plugin, et en dessous, on a l'interface avec le plugin qui nous permet d'aller plus loin dans le paramétrage de l'export IFC. D'accord ? Donc je vous encourage tous à le télécharger. Donc il est disponible dans toutes les versions Revit, je crois depuis au moins la 2014. Donc, ce plugin, il vous permet de caractériser l'export de la même manière qu'on le ferait pour un export des WG avec une table de correspondance. Donc, et à chaque catégorie Revit va correspondre une catégorie ou ce qu'on appelle une classe IFC. D'accord ? Donc, en fait, je vais mettre les pièces dans la case IFC Space, par exemple, les parkings dans une case
IFC, élément proxy, et peu importe, et je vais surtout décider ou pointer les éléments qui ne doivent pas être exportés. D'accord ? Ce qui est important également, c'est que le format de fichier IFC est utilisé exclusivement pour l'échange de données et non pas un format de fichier de travail. C'est important, sauf exception, sauf cas de force majeure, d'accord. Le format IFC n'est pas utilisé pour le travail, juste pour la visualisation, la simulation, la compilation et la notation, etc. Juste pour l'échange. Donc évidemment, un petit rappel, donc dans le fichier IFC, on ne va pas pouvoir exporter les plans, les cotations, l'impression, pas de format d'impression, pas de vue d'impression, pas de feuille, d'accord. Par contre, on va pouvoir exporter la géométrie, les données et bien sûr la classification et la structuration des données. C'est-à-dire qu'on va structurer les données, les positionner correctement dans les bons niveaux, etc., etc. Mais pas de 2D en fait, en clair. Les avantages du format IFC, c'est que bien sûr, on va avoir la possibilité d'échanger avec d'autres métiers dans un environnement plurilogiciel. On a la capacité aujourd'hui, sur certaines solutions qui s'appelleraient par exemple Solibri Model Checker, de contrôler la qualité de l'IFC avec des règles de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des logiciels qui nous permettent de créer des standards de contrôle et de contrôler, par exemple, la non-nomination des objets, le fait que, par exemple, les poteaux soient scindés par niveau, etc., etc. On va pouvoir utiliser les IFC pour le calcul et la simulation, puisqu'on va pouvoir les transporter, c'est des formats qu'on va pouvoir transporter sur des logiciels, par exemple de métrée ou de chiffrage, sur des logiciels de calcul thermique, etc. Et évidemment, aujourd'hui, les solutions de gestion de patrimoine ou de gestion technique sont enfin, il y en a certains qui absorbent déjà le format IFC, et puis il y en a d'autres, justement, qui sont en train de le développer. Bien sûr, les inconvénients des IFC, ça va être la perte de données pendant l'import et l'export, évidemment, puisque il y a des éléments qui ne vont pas être exportés. On a vu tout à l'heure que, par exemple, un élément parking qui n'a pas de classe correspondante, il va être exporté dans une classe qui n'est pas identifiée. Donc du coup, au niveau des quantitatifs, on va avoir quelques soucis. Mais il n'empêche que voilà, il est en phase d'amélioration. On va être limité dans la capacité de reconstitution de la géométrie. Donc les géométries complexes et certaines géométries liées au corps d'état technique aujourd'hui ne sont pas exportées correctement. Pareil, donc dans la classification des composants, en fait, en clair, qu'est-ce que ça veut dire avoir des difficultés dans la classification? Ça veut dire que tout simplement, je vais exporter depuis Revit une fenêtre, je vais la récupérer sur Archicad, peut-être en tant qu'élément non défini en tant que tel. Ou un mur rideau, par exemple, qui va être fait sur Archicad, va être récupéré en composant in situ dans Revit. Voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Donc, bien sûr, l'IFC est un format non éditable. Alors, attention à ne pas confondre avec les imports dans les logiciels, puisque dans Revit ou dans d'autres solutions, on est capable d'importer de l'IFC et donc de pouvoir l'ouvrir dans le logiciel, mais ça devient tout de suite des objets Revit. Donc, c'est pas l'IFC qui est ouvert, mais c'est un IFC transformé, converti en fichier Revit. Et bien sûr, les IFC ouverts dans les logiciels dédiés aux IFC ne permettent pas de sortir la donnée graphique telle qu'on la sort aujourd'hui en termes de plan. C'est-à-dire qu'en fait, le fichier IFC, lorsque vous transmettez à des tiers, ils ne seront pas capables de sortir des plans 2D à partir de ce modèle-là. Ah ben voilà, donc c'est déjà fini, je suis allée assez vite.
Donc il faut juste savoir que Man Machine aujourd'hui a rejoint l'organisation Building Smart. Donc on est membre standard de cette association. Donc on a une implication aujourd'hui dans les groupes de travail et de l'association depuis peu, depuis juin. Et donc en fait le groupe entier a rejoint l'association en tant que membre actif. Voilà. Donc ma présentation est terminée. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont des questions. Donc je les attends. N'hésitez pas à les poser. Ah. Alors, il y en a une. Alors, donc j'ai une question qui dit que quand on parle de plusieurs logiciels, Bentley AEC fait-il partie de ces logiciels? Alors, il faut aller regarder, en clair, probablement, mais il faudrait aller regarder puisqu'il y a plusieurs logiciels qui sont certifiés en export et certains en import, et Building Smart édite régulièrement, je dirais, la liste des logiciels qui ont été certifiés en export et en import. Je regarderai, je pourrais vous répondre sans problème si Bentley fait partie de... Mais je suis quasi certaine que... Est-ce qu'il est prévu de parler de Dynamo BIM aujourd'hui? Non, mais peut-être une prochaine fois. Et puis je reviens encore sur Bentley. Oui, je suis quasi certaine qu'ils sont actifs aussi dans ce domaine-là. Hein. Donc je pense qu'ils doivent être certifiés en export. En import, j'en suis pas sûre, mais au moins en export. En IFC, peut-être 2X3. Voilà. Donc j'attends vos questions. N'hésitez pas. Alors, le transfert par la plateforme IFC permet-il de passer de Revit vers Bentley sans trop de pertes? Encore une fois, c'est un petit peu la question qui est posée autour des IFC, que ce soit entre Revit, Bentley ou Revit Archicad ou Revit... Aujourd'hui, c'est un format qui transporte de la géométrie, je dirais, voilà, jusqu'à un certain niveau de complexité. Et au niveau des informations, pareil, je veux dire, on est quand même on a la capacité de transporter toutes les propriétés liées aux objets. Bon. Ensuite, les exports sont paramétrables et les imports également. Il faut savoir que par exemple, dans un logiciel comme Revit, on peut paramétrer l'export, donc décider ce qui va être exporté, comment il va être exporté. Et de la même façon, lorsque j'importe un IFC, donc lorsque j'ouvre un IFC qui viendrait d'un partenaire extérieur, j'ai la possibilité également de dire comment les classes IFC vont s'intégrer dans mon logiciel Revit. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, l'IFC Space, pour moi, ça deviendra une pièce ou un espace, etc. Donc, pour Bentley, encore une fois, il va falloir faire des tests parce que on n'a pas d'export Revit vers Bentley, par exemple. Hein, attention, on fait du DGN sur Revit, mais ce qui n'est pas de l'IFC, mais on n'a pas d'export IFC vers Bentley. À la différence d'Archicad qui, par exemple, a des exports vers Revit qui sont de l'IFC, mais on va avoir des exports vers Revit Architecture, des exports vers Revit MEP, qui vont cocher des cases de manière automatique au niveau du paramétrage de l'export. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'entre Bentley et Revit, ce ne sont pas des expériences que j'ai personnellement menées, mais je pense que je peux regarder ça, mais bon, si Bentley accepte de recevoir de l'IFC, je pense qu'il doit y avoir possibilité de le faire. Alors je vais juste rappeler les prochaines dates. Donc, on va essayer d'animer une webcast autour des process BIM pour l'ingénierie structure en septembre. On a un événement européen en fait au niveau du groupe et qui va se tenir à Paris le 18 octobre.
Voilà, donc vous êtes cordialement invités, retenez bien cette date, ça va être un agenda assez chargé et assez intéressant par rapport autour du BIM. On va vraiment parler beaucoup de solutions annexes, de plateformes collaboratives, de capture de la réalité, donc l'agenda va être affiné et puis transmis très prochainement. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents. Eh bien, je vous dis à bientôt et ne manquez pas la date de septembre et celle d'octobre. Merci à tous.